Le réseau de la transition énergétique et écologique, en deux mots, eh bien, c'est tout d'abord un réseau de conseillers en transition qui est implanté un petit peu partout en Bretagne, dans presque tous les groupements hospitaliers de territoire et dans les structures associatives comme les Jeunes Aideurs Canard Mort et la Sauvegarde, et également la Fondation Saint-Jean-de-Dieu à Dinan. Donc, une petite dizaine de conseillers qui travaillent sur les sujets de la transition énergétique et écologique et qui ont été complétés euh, il y a un peu plus d'un an par 4 conseillers en transition énergétique qui permet à tous les établissements bretons d'avoir à minimum un conseil en transition énergétique. À noter aussi que nous avons une conseillère en économie d'eau qui est également GCS Achat Santé Bretagne et qui peut vous aider sur ces sujets de consommation d'eau. Je déborde pas plus. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous recevrez de toute façon les diaporamas et vous aurez donc nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous. Simplement préciser qu'il y a 2 nouveaux temps d'échange qui sont calés sur ces premiers mois. Donc un temps d'échange le 20 mars sur l'achat groupé d'énergie lié à la production locale et le 10 avril sur la découverte de Trebal Pro qui est un outil numérique pour fluidifier la coopération entre les professionnels au sein d'un établissement. 2 intervenants, Camille Leborgne, donc, qui travaille au GCSH Santé Bretagne, qui est donc sous un financement du programme ACTE et qui éventuellement pourra se présenter plus en précision, mais c'est déjà pas mal. Et nous aurons également Antonin Floss de l'association Elle, qui est animateur géothermie et qui pourra également se présenter de manière plus précise. Et enfin, dernière petite chose, le webinaire que l'on fait aujourd'hui sur la géothermie, il sera complété d'une visite du site de l'Association hospitalière de Bretagne qui aura lieu le 18 septembre 2026 à Calac, avec le matin plutôt un aspect réunion en salle et l'après-midi une visite du site, même si on est conscient que la visite de sonde géothermique, c'est pas spectaculaire. Néanmoins, ça permettra de vous rendre compte de ce qu'est une installation de géothermie. Voilà, pour ma part, je passe la main à Camille qui va pouvoir partager son écran Oui, et nous parler de cette géothermie. hop, Je merci vous beaucoup. propose, si tu en es d'accord, Camille, et également Antonin, que potentiellement les gens peuvent poser des questions dans le chat ou lever la main. Et dans ce cas, j'interviendrai pour éventuellement poser la question ou éventuellement interrompre Camille ou Antonin pour présenter celle-ci. Oui, je veux À bien, toi, n'hésite Camille. pas. En plus, j'ai qu'un écran, donc j'avoue que moi, je ne verrai pas tellement le chat. Donc, vraiment, n'hésite pas Frédéric en particulier, mais n'hésitez pas globalement à poser vos questions. Oui, Merci juste beaucoup, Frédéric. pour Oui, préciser à Benoît Antoine, effectivement, la présentation sera envoyée l'issue de cette réunion, ainsi que le webinaire qui est enregistré. Désolé. pas de souci, très bien. Euh, donc, le, Le but, voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de présenter de façon un peu globale la géothermie. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, voilà, de façon relativement en superficie, mais pas tant que ça. Enfin voilà, on verra à quel point c'est technique, mais c'est relativement simple quand même comme technologie. Donc l'appréhender un petit peu, comprendre comment ça fonctionne, comprendre quel est son intérêt énergétique aussi. Et également, il y aura une partie un peu concrète sur les premières questions à se poser dans le cadre de son propre site, si on est sur un site en particulier ou sur voilà, l'accompagnement en général de bâtiments. Quelles sont les premières questions à se poser pour savoir si la géothermie est techniquement pertinente pour un site. Et également, ça sera plutôt avec Antonin Floss, voilà, quelles sont concrètement les aides et l'accompagnement disponibles pour les prochains géothermies sur la Bretagne, mais c'est des aides nationales en général, mais voilà, pour le cas breton, quels sont l'accompagnement disponible. La géothermie. Alors, donc, la géothermie, pour commencer directement, c'est l'exploitation de la chaleur du sous-sol.
Ce qui est important de savoir, c'est que notre globe terrestre est naturellement chaud pour deux raisons. C'est la désintégration des éléments radioactifs des roches, et puis tout simplement, il se refroidit au fur et à mesure depuis sa constitution il y a bien longtemps. Et donc, il y a une chaleur vraiment de la Terre qui est exploitable, puisqu'on sait, alors plus on s'enfonce et plus c'est chaud. Sur les premiers kilomètres, il y a un gradient de température où en fait, on prend 3 degrés tous les 100 mètres, donc quand on s'enfonce. Ce qui fait que en France, en gros, on peut se dire que à 100 mètres de profondeur, on est à 15 degrés voilà, une température de 15 degrés, ce qui est à la fois pas extrêmement chaud, mais voilà, qui est une température quand même qu'on peut exploiter. On va voir comment. Autre chose qui est intéressante aussi d'avoir en tête sur la géothermie, c'est que cette chaleur-là, 15 degrés, en fait, enfin, elle est complètement stable passé les premiers mètres. Voilà, elle ne va pas dépendre de la température extérieure, elle ne va pas dépendre de la saison. Et donc là, vous avez sur le petit graphique des courbes avec donc la température du sol en hiver, par exemple, avec la courbe bleue. Donc on voit que oui, en surface, en fait, si c'est très froid dehors, on va être assez froid aussi. Mais assez vite, voilà, passer 6 ou 10 mètres, on va être constant et on va être à la même température qu'en plein été. Et donc ça a vraiment un intérêt, voilà, cette température de 15, 12, 16 degrés, enfin selon, voilà, mais qui reste stable au cours de l'année. C'est ça qui va être intéressant pour nous. Sur les différents types de géothermie, différentes sortes de géothermie, on peut un peu les décomposer selon la puissance et selon les niveaux de température qu'on va pouvoir exploiter. Donc rapidement, hein, on a les géothermies de haute énergie, et géothermie profonde qui là va plutôt être sur la production d'électricité en récupérant ou en produisant de la vapeur d'eau et en faisant tourner des turbines. Mais ça demande des conditions géologiques très spécifiques. Par exemple, voilà, c'est la station de Bouillante en Guadeloupe, donc ça demande vraiment une zone volcanique, etc. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Nous, on va plutôt parler alors de basse, mais surtout de très basse énergie. Donc la basse énergie, je pense que par exemple en région parisienne, on peut avoir ce genre de, dans- de, de présentation de géothermie. Ça va demander des temps. Enfin, voilà, encore une fois, ça va dépendre du contexte géologique de la région. Voilà, il y a des endroits qui s'y prêtent. Mais globalement, sur l'ensemble du territoire, partout, on peut faire de la géothermie de très basse énergie, puisque comme je l'ai dit, le sol et, euh, et chaud partout, mais voilà, avec des niveaux de température beaucoup plus bas, donc 15-20 degrés. Mais ça va nous permettre de chauffer, voilà. Alors, pas faire de la production d'énergie, mais de l'électricité, mais faire du chauffage de piscines, de bâtiments, etc. Ensuite, sur les différentes technologies, pour la géothermie de très basse énergie, on peut différencier deux types. Il va y avoir la géothermie sur boucle fermée, donc avec un fluide caloriporteur, mais en fait c'est de l'eau, en général glycolée pour pas qu'elle gèle et pour pas que ça abîme l'installation, qui va tourner dans un circuit fermé. Et donc ce circuit-là peut prendre différentes formes. Vous avez donc les sondes verticales qui sont schématisées ici, donc avec plusieurs fourrages qui descendent à profondeur 80, 100, 200 mètres. On verra un peu plus tard. C'est quand même ça la technologie principale et ce dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Mais vous avez aussi les sondes dites verticales, dites horizontales, donc avec un plancher de tuyaux qu'on va pouvoir mettre sous des pelouses, par exemple. C'est ce qui se fait, ce qui se faisait peut-être plus un moment, voilà, dans les jardins, ça demande un peu plus de surface, ou alors dans les structures des bâtiments elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle les géostructures, ou encore autre chose, c'est les corbeilles. Donc là, pareil, c'est à faible profondeur et ça permet d'exploiter la chaleur du sous-sol. Voilà. Mais voilà, la technologie la plus importante, la plus développée, ce sont les sondes verticales. Euh, et il y a un autre type de géothermie qui est la géothermie en boucle ouverte. Donc là, c'est non pas aller faire passer de l'eau dans le sol pour prélever les calories du sous-sol et, voilà, et les mettre et les exploiter dans un bâtiment, mais c'est venir directement prélever de l'eau, donc dans une nappe phréatique, qui, comme elle est en profondeur, est aussi chaude. Et donc, on a un premier forage de prélèvement
pour prélever donc l'eau chaude et ensuite il y a un échangeur en surface parce que donc on ne fait pas évidemment tourner cette eau des nappes phréatiques dans le bâtiment mais il y a un échangeur pour prélever les calories et ensuite on reverse un peu plus loin dans la nappe cette eau refroidie. C'est une technologie qui fonctionne mais qui demande à la fois d'avoir vraiment des conditions hydrogéologiques précises. Il faut avoir une nappe avec un certain débit. Euh, Excusez-moi, je prends ma respiration. Euh, voilà, et aussi un peu plus de notions de maintenance, mais voilà, ça fonctionne bien. Néanmoins, si on regarde, notamment sur le territoire breton, j'ai fait un zoom sur la Bretagne, si on regarde voilà, les deux typologies, donc sur nappe à gauche et sur sonde sèche à droite, on voit que voilà, il n'y a pas photo. La géothermie sur sonde sèche est bien, bien, bien plus développée en Bretagne. Et on voit que par exemple, c'est beaucoup moins développé en Bretagne que sur le bout de Normandie qu'on voit. Donc voilà, c'est vraiment les sondes sèches qui sont les plus développées sur notre territoire. Autre chose quand même qu'on peut évoquer tout de suite, c'est la question de est-ce que c'est pertinent de forer en Bretagne, notamment parce que donc on sait que c'est un socle granitique. Eh bien oui, et même enfin, spécifiquement c'est bien, ça se fait bien et ça se fait mieux que dans des zones, typiquement le bassin parisien. Donc vous voyez là, on voit bien la différence de densité de projet. Le bassin parisien, c'est un bassin sédimentaire où il va y avoir beaucoup plus de sable, de couches différentes, de nappes phréatiques. Et oui, c'est plus mou, mais en fait, justement, c'est plus mou, donc ça a tendance à s'effondrer et c'est moins facile à mettre en œuvre. Donc clairement, on voit bien, hein, pareil, sur le Massif central, il y a une grosse densité de projets. Voilà, un socle granitique se prête très bien au forage. Euh, je passe tout de suite juste pour montrer une photo. Donc là, à gauche, vous avez une foreuse géothermique. Donc ça se présente comme ça. Donc ça peut être plus ou moins gros, mais enfin, ça donne une idée quand même de la taille. Voilà, c'est un camion. Et donc en général, ça s'appelle une foreuse à marteau fond de trou. Donc c'est vraiment un pilon qui vient s'enfoncer dans la terre. Et donc on voit que les foreurs vont rajouter au fur et à mesure des barres pour augmenter la longueur du trou et puis plonger et forer jusqu'à la profondeur qu'ils le souhaitent. Et une fois qu'ils ont fait leur trou, donc c'est pas un trou du tout très, très large, hein, on parle en général de 13 centimètres de diamètre sur un forage. Et ensuite, dans ce forage, on va venir descendre des sondes. Donc, bon, je vous en parle tout de suite. Là, vous avez voilà, une sonde rangée, livrée sur site. Voilà, ça se présente. C'est en fait une sonde. Alors, je vous montre le schéma. Voilà. Une sonde, c'est 4 tuyaux de polyéthylène, donc de plastique, qui sont raccordés deux à deux. Donc, en fait, on a deux U, comme ça. Et donc, vous les voyez, hop, vous les voyez ici. Là, on a un U, et donc on en met deux assemblés au fond, et voilà, ça va venir être descendu dans le trou, et ensuite cimenté avec du ciment qui permet une bonne conduction de la chaleur entre l'eau qui passe dans la sonde et le sol à l'extérieur. Voilà, donc c'est vraiment ça une sonde géothermique, c'est vraiment donc 4 tuyaux rassemblés ensemble et qui sont descendus dans un trou vertical de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. J'ai une question, Camille. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'impact négatif sur les sols ou sur les nappes pour la seconde technologie? Je pense notamment à l'impact sur les espèces présentes dans les sols et les nappes. Euh, non, enfin, non. Non, non, en plus, alors sur les nappes, j'avoue, je suis un peu moins certaine, mais sur les sols, la biodiversité est quand même très, très en surface. Passer les premiers mètres, il y a plus personne à déranger. Et non, non, ça va. Donc, vraiment, à l'extrême proximité de la sonde, on va avoir une légère variation de la température au cours des saisons, au cours même de la durée de vie du système. Éventuellement, euh, ça peut dériver un tout petit peu en température, mais ça va perdre 3 degrés. Voilà, c'est pas, on va pas geler le sol ou ce genre de choses. Si on gèle le sol, c'est que c'est mal dimensionné et c'est pas ce qui est voulu. Donc, non, non, il n'y a pas de problème de biodiversité. Non, a priori. Et Enfin, si peut-être je peux me juste vraiment le permettre, forage. Oui.
Oui, oui. C'est Antonin, là, je veux me permettre un complément sur les nappes. En fait, souvent, dans le commun, chez les communs des mortels, on pense que les nappes, ça va être comme des sortes de lacs, des lacs souterrains, des grandes étendues d'eau. En fait, quand on parle de nappes phréatiques, alors déjà, de nappes phréatiques, il y en a très très peu en Bretagne, uniquement dans les bassins sédimentaires, des choses comme ça. Mais en fait, la typologie du sous-sol fait que on est plus sur des failles avec des écoulements d'eau, mais pas vraiment de nappe en tant que telle. Et quand il y a des nappes, en fait, c'est de l'eau qui est contenue dans la roche. Donc, en fait, enfin, je suis pas un spécialiste de la biodiversité souterraine, mais en gros, je pense que sur les nappes en elles-mêmes, quand on va aller chercher de l'eau assez profond, en fait, il y a pas beaucoup d'impact sur les espèces qui. Enfin, je suis même pas sûr qu'il y ait des espèces vraiment qui vivent dans les Mm. nappes comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, Ok. donc un peu pour... Merci. oui. Alors quand même, je voulais revenir un tout petit peu sur vraiment l'organe central de la géothermie, parce que donc là, je vous ai parlé un tout petit peu des sondes géothermiques, mais donc on l'a vu, on parle d'un sol à 15 degrés à 100 mètres, et donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir produire et enfin, chauffer un bâtiment avec des radiateurs, avec une source de chaleur à 15 degrés. Bon, bah, la réponse, c'est en utilisant une pompe à chaleur. Et donc, je voulais quand même revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur. Donc, vraiment, l'intérêt d'une pompe à chaleur, c'est de transmettre des calories d'une source froide, donc là, ici, notre sol à 15 degrés, vers une source chaude, donc ici, notre circuit de chauffage à 45 degrés ou 60 degrés, voilà, selon les cas. Juste entre parenthèses, un frigo est une pompe à chaleur. On va prélever des calories de la source froide, c'est-à-dire l'intérieur de notre frigo à 4 degrés, pour la mettre à l'arrière dans notre cuisine qui est à 20 degrés. Vraiment, c'est ça le principe d'une pompe à chaleur. Et donc, ça fonctionne en s'appuyant sur un cycle thermodynamique, donc avec un fluide frigorigène qu'on va mettre dans des conditions de pression et de température. Et donc, ici, à l'évaporateur, en fait, il va être dans des conditions telles que pour lui, pour mon fluide frigorigène, ma source à 15 degrés, ah bah en fait, elle est très chaude, donc elle va pouvoir me donner des calories. Puis ensuite, on va faire passer mon fluide qui a prélevé mes calories dans un compresseur, et donc c'est là qu'on va mettre de l'électricité. Donc il y a quand même un besoin de payer, entre guillemets, enfin voilà, de mettre, de dépenser de l'énergie dans mon système. Donc c'est ici que ça intervient. Le compresseur a besoin d'électricité pour fonctionner. Et une fois qu'on a compressé notre fluide, en fait, il arrive dans des conditions telles que pour lui maintenant, 45 degrés, c'est chaud. Du coup, non, c'est froid, pardon. Du coup, hop, il va pouvoir lui transmettre ses calories de l'autre côté. Et voilà, on tourne comme ça. Donc là, oh, il est assez... Oh, pardon, je m'embrouille. Enfin bon, donc là, il prend les calories et là, il les rebalance. Et ça dépend vraiment des conditions de pression et de température auxquelles il est subi, enfin qu'il subit. Et donc, si on regarde un peu le bilan énergétique de notre machine, en fait, la chaleur prélevée à la source froide plus l'électricité amenée au compresseur est égale, enfin, en termes énergétiques, est égale à la quantité de chaleur donnée à la source chaude. Voilà, donc ça, c'est notre équation un peu d'énergie pour la pompe à chaleur. Et donc, ça permet là de définir un rendement ou un coefficient de performance qui est en fait le ratio entre l'énergie qui m'intéresse, donc l'énergie récupérée, l'énergie que je vais pouvoir mettre dans mes radiateurs, sur l'énergie que je fournis pour ce travail, enfin pour ce résultat, et donc c'est l'électricité que je donne au compresseur. Et donc ce coefficient de performance, bon, bah, il va dépendre un peu enfin beaucoup même, des régimes de température, par exemple si je veux produire de l'eau à 35 ou à 60 degrés, ça va pas être le même, mais on sait que pour les pompes à chaleur géothermiques, et dans les conditions dans lesquelles on les utilise, en général, on va avoir des COP, des coefficients de performance, plutôt très bons, notamment parce que la température de la source froide ne varie pas. Et donc, voilà, on peut mettre classiquement un COP à 3,5. Et donc ça, si on se pose la question qu'est-ce que ça veut dire, on peut aussi le comparer à une chaudière à gaz, par exemple, ou un radiateur électrique. On peut comparer les coefficients de performance donc des packs OO ou RO à des rendements de chaudière. Et donc, en fait,
Et ben voilà, un rendement de chaudière, c'est comme un COP de 0,9 versus une PAC au haut de 3,5. Donc vraiment, en termes d'énergie dépensée, c'est 2, 3 fois mieux, 3, 4 fois mieux qu'une chaudière gaz, quoi. C'est très performant en fait comme système. Et également, encore plus, si on regarde sur les émissions de CO2 associées, notamment parce qu'on passe d'une consommation de gaz à une consommation électrique, et on sait que le gaz est bien plus carboné que l'électricité. Mais même si on regarde par rapport à un radiateur électrique, on voit bien que voilà, en fait, tout repose dans ce COP-là, dans le fait qu'on produit de la chaleur avec seulement l'électricité pour le compresseur. On voit bien que ça a vraiment un grand intérêt à la fois énergétique et environnemental carbone. Voilà, je ne sais pas si... N'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez des questions, des précisions. Là, Voilà, oui, oui, Camille, juste, oui, je voulais juste préciser ce qui va permettre que tu récupères, que ces coefficients que tu annonces là, c'est des coefficients en conditions réelles et pas des coefficients annoncés par les fabricants. oui, complètement. Oui, oui. En général, les fabricants de packs mettent en avant les performances de leurs packs dans des conditions de laboratoire. Et donc, typiquement, pour les pompes à chaleur RO, par exemple, alors j'ai pas tellement les chiffres des fiches techniques, mais c'est des chiffres qui vont être observés pour des pompes à chaleur avec de l'air à 15 degrés, je crois, et une eau produite à 35 degrés. Or, en fait, dans la pratique, eh ben, la plupart du temps, vous voulez produire de l'eau à plutôt 55 degrés pour vos radiateurs ou pour votre CS. Et dehors, il fait pas 15 degrés, mais 3. Et donc là, ça n'a plus du tout rien à voir. Et donc, voilà, les COP affichés, c'est finalement des COP moyens sur l'année dans des conditions réelles. C'est déjà assez bon, c'est déjà des packs qui fonctionnent bien si on arrive à avoir ces COP-là. Voilà. Pour revenir un tout petit peu sur voilà, le système géothermique global, donc qui mêle à la fois donc, les sondes géothermiques et la PAC, ça se présente comme ça. Donc, c'est un schéma évidemment. En fait, on a plusieurs forages qui sont espacés bon, j'ai mis 7 mètres, mais c'est plutôt 8 ou 10 minimum. Enfin, 7, ça commence à être assez proche, quoi. Faut pas qu'ils soient trop rapprochés, sinon ils vont s'influencer entre eux, et donc forcément il y aura moins de chaleur à extraire du sous-sol. Et donc on va venir envoyer de l'eau froide dans la sonde, elle va se réchauffer dans le sous-sol et ressortir réchauffée. Alors bon, forcément pas non plus à 19 degrés puisque le sol est à 15. Si on l'envoie, voilà, on l'envoie très froid pour qu'elle récupère le plus de calories possible du sous-sol et elle revient un petit peu réchauffée au côté évaporateur de la PAC et côté condenseur, donc côté chaud de la pompe à chaleur, on va pouvoir produire de l'eau à 45, 50, 60 maximum avec les pompes à chaleur en général géothermiques. Euh, il y a quelques modèles, mais bah, du coup ça se ressent sur la performance énergétique, mais voilà, il faut se dire qu'en général, la géothermie, c'est 60 degrés maximum. Euh, voilà. Et donc, ouais, comme je disais, 13 cm de diamètre pour les fourrages. Et les tuyaux, voilà, c'est donc du DN 32 ou 40, donc ça veut dire que c'est 3,2 ou 4 cm de diamètre intérieur. Plutôt des petits tuyaux voilà, qui descendent au fond des fourrages. Est-ce que je peux me Voilà. permettre Oui, d'ajouter bien sûr. un tout petit point là? Tu parlais de l'écartement entre les sondes. Très Oui. intéressant. Donc, en effet, 7 mètres, ça va être le minimum, même si souvent on voit plutôt 10 mètres dans les projets, notamment les Oui. études de FESA, etc. Euh, je voulais juste apporter une précision qui est, à mon avis, très importante. C'est que, il y a eu des études qui sont sorties, notamment du BRGM, qui montrent que même des sondes qui sont écartées, on va dire, de plusieurs dizaines de mètres, voire 30, 40 mètres, euh, au bout du moyen long terme, au final, s'influencent quand même. Donc, c'est pour ça que Mhm. c'est essentiel dans les études de faisabilité et les études de dimensionnement des champs de sonde, d'avoir en fait l'étude dynamique de l'évolution de la température dans le sol pour rester déjà dans les règlements, dans la réglementation GMI. Bon, là, je rentre un peu dans les détails réglementaires, donc je vais perdre du monde, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, il ne faut pas descendre en dessous de moins 3 degrés. Sinon, après, on sort du contexte réglementaire, donc situation réglementaire simplifiée. Et surtout, en fait, on va avoir un champ de sonde qui ne sera pas forcément bien dimensionné
pour les besoins dans le bâtiment ou sur le réseau de chaleur. Donc, je voulais juste voilà, faire ce petit aparté en disant que l'écartement des sondes, on entend souvent qu'au-delà de 10 mètres, il n'y a plus trop d'influence. Le BRGM l'a montré clairement, l'influence sur le long terme. Un champ de sonde, hein, normalement, c'est prévu pour avoir une durée de vie de 50 ans, voire plus. Donc, en fait, au bout d'un certain moment, les sondes entre elles interagissent au final, donc elles changent la température. Après, il y a pas de souci technique tant que c'est bien pris en compte à la conception du projet. Voilà, c'était juste une petite précision qui, je pense, a de l'importance. Mm, mm. Et il y a une petite question dans le chat concernant, alors je ne sais pas s'il va y avoir dans la présentation un rapport COP sur le coût global d'utilisation sur 20-25 ans, mais Antonin, tu disais déjà que le champ de sonde ne bougeait pas beaucoup sur 40-50 ans, donc déjà pas de renouvellement de matériel sur ça. J'imagine que sur 20-25 ans, il y a peut-être un renouvellement de pompe à chaleur ou autre matériel. Oui, bah oui, une pompe à chaleur, c'est 15-20 ans de durée de vie, si tout se passe bien. Quelque chose comme ça. Ouais, on Ouais. estime qu'une PAC RO, comme elle est confrontée, enfin, elle est à l'air ambiant, notamment en Bretagne, on est quand même pas mal sur les influences marines avec des vents un peu salés. Elle va avoir tendance à avoir une durée de vie d'environ 15 ans. Ça va être un équipement qu'il va falloir remplacer au bout de 15 ans. Et sur les pompes à chaleur géothermie, on est plus sur des systèmes à vase clos, donc fermés. Donc on peut viser 20 ans. Enfin, c'est ce qu'on prend en compte dans nos études. Voilà, c'est des temps d'amortissement sur 15 ans pour la PAC aéro et 20 ans sur des PAC géo. Et Ah, en effet, Frédéric, hein, le champ de sonde, au final, c'est juste des tuyaux de PhD qui sont fondés dans du béton. Donc, à part le fluide qui va passer, qui est finalement de l'eau glycolée, il y a pas grand-chose. Donc, il faut regarder qu'il y ait bien, enfin, il y a un bon niveau des fluides, mais ça fait partie de l'entretien, on va dire, usuel d'une installation. Mais au final, les sondes, enfin, je vois pas comment elles peuvent vraiment se détériorer, quoi. C'est la même technologie que les réseaux d'eau potable, hein, en fait, on fait aussi en PE, hein, et qui sont ouais. faits pour durer. Oui, je crois que finalement, le moment le plus critique pour éventuellement des fuites, c'est au moment de l'installation des sondes. Mais quand le champ de sonde est mis en place, il y a vraiment plein de tests, voilà, de pression, tout ça qui vérifie que tout fonctionne bien. Mais après, non, ça ne bouge pas au cours du temps, quoi. Euh, alors, aussi, je voulais quand même rajouter que l'intérêt aussi de la géothermie, c'est qu'on peut faire du froid. Alors, c'est euh, peut-être en Bretagne pas une utilisation qui est complètement indispensable, encore que ça doit dépendre. Voilà, je vais quand même le mentionner. Voilà, la géothermie, donc on l'a dit, repose sur l'exploitation du sol, mais 15 degrés en été, en fait, on se dit, ah, mais ça, c'est une source de froid. Et donc, on peut utiliser notre système de façon réversible. Et donc, ça fonctionne donc en prélevant les calories, faire de la climatisation ou faire du refroidissement d'un bâtiment, bah, c'est prendre des calories. Donc, on prend les calories au bâtiment, on vient les transférer à la PAC et la PAC, elle, va les injecter dans le sous-sol. Donc, on va avoir finalement, c'est ce qu'on appelle un stockage intersaisonnier. En hiver, on vient prélever les calories du sous-sol pour les mettre dans le bâtiment et en été, on vient prendre les calories du bâtiment pour les mettre dans le sous-sol. Et donc ça va aussi permettre d'équilibrer le champ de sonde, donc de venir le réchauffer en fait tous les étés. Et donc justement, un petit peu, enfin ça peut être bénéfique pour le système global de faire en sorte que on a le champ de sonde dérive moins en température. Et en fait, surtout, l'intérêt, du coup, c'est qu'on va pouvoir mettre moins de sondes. Donc, le système, potentiellement, va pouvoir être moins coûteux, voilà, moins volumineux à installer. Voilà. Après, c'est pas forcément, ça marche très bien aussi si on fait seulement du chaud. C'est la plupart du temps, c'est quand même seulement du chaud. Mais voilà, si on a des systèmes
enfin des usages de froid, ça peut être très intéressant voilà, d'avoir ça en tête. Et notamment si on fait du chaud et du froid en même temps, eh bien en fait on peut faire ce qu'on appelle un système en thermofrigo-pompe. Et donc en fait c'est qu'on va ne pas passer par le champ de sonde, mais prendre les calories du bâtiment par exemple pour faire la climatisation et les rebalancer directement dans un usage de chaud simultané. Donc typiquement l'eau chaude sanitaire, hein, en été on climatise, mais on a quand même besoin d'eau chaude sanitaire. Et ça va vraiment être très rentable au niveau énergétique, puisque donc une même machine va faire du chaud et du froid. Donc là, pour le coup, les COP, les coefficients de performance, à l'instant T, on peut facilement monter à 7-8. Voilà, si on calcule finalement nos usages sur ce qu'on dépense en électricité. Voilà, et le géocooling, pour rapidement, c'est du froid, du refroidissement, mais sans allumer la pompe à chaleur et juste en faisant en fait passer euh, l'eau froide, l'eau de nos émetteurs de froid, pardon, dans le champ de sonde, et donc il va se refroidir. Alors on va pas avoir des régimes de température, on va pas avoir un froid très, très puissant, très actif, mais par contre pour refroidir un petit peu en été, ça va marcher et sans allumer la PAC, donc vraiment juste avec la consommation d'électricité d'une pompe, pas d'une pompe à chaleur, d'une pompe de circulation. Donc ça a vraiment c'est quasiment gratuit au niveau facture et énergie, tout en puissant, tout en pouvant refroidir un bâtiment. Voilà, autre chose quand même qui est aussi important, encore plus important, je pense, à savoir, enfin à avoir en tête quand voilà, on parle de géothermie, c'est qu'on va pas faire de la géothermie toute seule. Enfin, c'est, à mon avis, beaucoup plus compliqué d'avoir un projet rentable, là pour le coup, économiquement. Mais au contraire, on va mixer notre système géothermique avec avec d'autres systèmes, et notamment, pourquoi pas, un système gaz, par exemple. Et donc, mais ce qui est important, voilà, c'est l'intérêt de ce schéma-là, où en fait, ça s'appelle un monotone de puissance. Donc, c'est une schématisation, mais on a trié les heures de l'année en fonction de la puissance de chauffage appelée. Ça permet voilà, d'avoir une visualisation un peu rapide. Et en fait, on voit bien que si on installe la moitié de la puissance maximale appelée, on se dit, ah oui, notre bâtiment, il a besoin de 150 kW ou 300 kW. Mais si on n'installe que 150 kW de géothermie, et ça pour le coup, ça a un impact directement sur l'investissement, sur le prix d'investissement, puisque ce qui coûte cher, ce sont les pompages, ce sont les sondes géothermiques. Et donc, si on installe 2 fois moins de puissance, on va installer 2 fois moins de sondes géothermiques, donc forcément, notre système sera beaucoup moins cher. Mais pour autant, tout en installant 2 fois moins de sondes, on va quand même pouvoir fournir 80% des besoins. En fait, on voit bien que le gros des besoins, forcément, c'est pas sur les pointes, c'est sur, voilà, sur les gros talons de nos besoins. Et donc, finalement, globalement, on aura un système qui sera moins coûteux à installer, mais qui aura un rendement global et des performances globales quasiment tout aussi intéressantes, puisque finalement, on va pouvoir faire 80% facilement des besoins avec notre système géothermique qui a donc à des bonnes performances. Voilà, donc ça c'est important de l'avoir en tête, quoi, que vraiment la géothermie, c'est plus malin en général de la mixer avec d'autres systèmes moins performants mais moins onéreux. Ouais. C'est là où on parle d'hybridation, Camille. Oui, c'est ça, oui, oui, hybridation, oui. Je pense que oui, c'est un mot qui. Ouais. Avec du gaz ou avec une pompe à chaleur RO, pourquoi pas aussi. Souvent avec du gaz quand même, hein, c'est quand même le plus simple, y compris par exemple avec des chaudières existantes aussi. Parce que vraiment dans les cas de rénovation, il y a plein de façons que ce soit malin. Et donc, par exemple, si vous avez déjà une chaudière gaz en place, on peut s'en servir pour faire la pointe, pour faire vraiment les pics de température, puisqu'on a dit que la pompe à chaleur ne peut pas produire au-delà de 60, mais peut-être que quelques heures dans l'année, on a besoin d'un peu plus parce que il fait vraiment froid. Voilà, vraiment, on peut s'arranger, entre guillemets, et pour autant faire la majorité des besoins avec la pompe à chaleur géothermique, enfin, avec le système géothermique, et donc vraiment quand même beaucoup améliorer les performances énergétiques, environnementales et économiques de notre système. Voilà, et donc ensuite sur un peu la partie, quelques petits points
à regarder un peu voilà, pour mon site et pour se rendre compte de si c'est pertinent ou pas pour mon site. Alors, bon là, vous allez voir qu'en fait, euh, c'est pas tellement un critère qui va être rédhibitoire, puisque en Bretagne, alors je passe tout de suite au reste, mais en Bretagne, on est partout en zone verte. Donc, je fais les choses à l'envers. Je me reprends. Il y a donc un cadre réglementaire qui s'appelle la GMI, la géothermie minime importance, dont Antonin vient de parler. En fait, c'est un cadre réglementaire qui va permettre de simplifier grandement les démarches administratives et notamment la déclaration des projets. Donc, il faut se placer avec des certains critères techniques. Donc, on ne peut pas descendre à plus de 200 mètres de profondeur. Et il faut que ce soit des champs de sonde relativement petits. Mais enfin, vous voyez là, 10 mm de sonde, clairement, c'est vraiment des très très gros projets déjà. Donc voilà, en général, la plupart des projets sont dans ces critères-là. Et donc, une fois qu'on respecte ces critères-là, il faut aussi vérifier qu'on est bien en zone verte, justement, sur la cartographie, sachant qu'il y a des zones vertes. Et dans ce cas-là, bon, bah, c'est bon, on y est, on est en GMI, il faut faire une simple télédéclaration au moment de la fin du projet. En zone orange, il faut un avis d'un hydrogéologue, mais en général, ils sont d'accord. Et en zone rouge, par contre, là, c'est compliqué et il faut faire des démarches beaucoup plus importantes pour avoir le droit en fait, de forer. Mais donc, comme je disais, il n'y a pas tellement de risques hein. En Bretagne, on est en zone verte partout. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est plus pour vous dire, les démarches administratives pour des projets pas pharaoniques de géothermie en Bretagne sont finalement très, très simples. Oui, Antonin. Oui, un point d'éclaircissement sur cette carte, en fait, elle est en cours d'actualisation. Donc le décret d'application n'est pas sorti, mais en fait, nous, on en a pris connaissance au sein de l'animation régionale. En fait, il va y avoir, ça va quand même un petit peu impacter cette carte qu'on voit à l'écran. Alors, globalement, ça va être vert à peu près partout. Ça va être vert à peu près partout. Mais il y a quelques zones spécifiques qui vont devenir orange. Donc, ça veut dire en gros qu'on va rentrer dans un régime d'autorisation. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué. Vous voyez, ça fait appel à un avis d'expert. Donc, en fait, votre chantier d'installation de sonde géothermie, voilà, il va prendre environ voilà, plusieurs mois entre guillemets retard ou d'attente pour qu'un expert passe et puisse valider en fait l'impact de l'installation. Ça, c'est le premier point. Et il ne faut pas oublier que là, on parle principalement des sondes, enfin des installations sur sonde, mais il y a aussi des installations sur nappe qui sont concernées par ce zonage GMI. Et là, l'actualisation impactera un peu plus les projets, notamment les projets sur nappe. Et sur l'ensemble de la bande littorale, il y a des chances qu'il y ait pas mal de zones oranges, voire même des zones rouges. Voilà. Donc, juste l'info qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une actualisation de cette carte qui est en cours avec un peu plus de réserve que celle qu'on est en train de vous présenter actuellement et ne pas oublier d'en prendre connaissance pour votre projet. Ok, merci. Voilà. Le deuxième point, quand même, est finalement quasiment un des, je trouve, plus importants. C'est voilà, vraiment regarder quels sont les émetteurs de chaleur en place et quels sont surtout les régimes de température euh, nécessaires pour faire tourner ces émetteurs de chaleur, notamment quand on parle de rénovation de bâtiments, vous avez déjà des radiateurs ou des planchers chauffants. Alors, si c'est des planchers chauffants, en général, c'est très bien parce que le régime de température est assez bas déjà. Mais si c'est des radiateurs, voilà, il faut se poser la question de à quelle température aujourd'hui j'envoie mon eau pour que ça fonctionne correctement. Et voilà, avec toujours cette problématique de la géothermie ne fonctionne pas au-delà de 60 degrés. Donc voilà, faut vraiment, je vais développer un tout petit peu, mais c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Et juste, de toute façon aussi, je reviens sur l'évidence, c'est beaucoup mieux, enfin c'est essentiel d'avoir des émetteurs avec un réseau hydraulique, avec de l'eau, hein, puisque voilà, c'est la géothermie, ça fonctionne avec de l'eau. Si on a des radiateurs électriques partout, bon bah évidemment c'est possible, mais forcément le projet devient
tout de suite plus, plus compliqué, notamment de toute façon sur le plan économique, puisque donc il faut installer tout un réseau hydraulique dans votre bâtiment. Donc voilà, c'est un peu l'évidence, mais c'est important de le dire. Et donc là, j'ai fait un tout petit exercice, voilà, donc c'est un peu, enfin on voit, donc j'ai tracé les deux types de régimes de température qu'on peut trouver voilà, dans des bâtiments fictifs. En violet, c'est la température de départ d'eau de la chaufferie. En fonction, donc c'est sur une année et c'est trié dans l'ordre décroissant. Enfin voilà, ça fait une courbe sur l'année. Où en fait on voit que la température maximum, donc là par exemple, ça serait avec une loi d'eau, donc c'est-à-dire quand il fait -5 dehors, on demande que notre chaudière que notre chaufferie envoie de l'eau à 85 degrés, et au contraire quand il fait 15 degrés dehors, qu'elle envoie à 45 degrés. Donc là on voit qu'on a une loi d'eau assez ample. Bon, bah là, dans notre cas, oui, effectivement, alors 60 degrés, c'est la limite que peut fournir notre pompe à chaleur géothermique. On voit qu'il y a quelques heures dans l'année où bah, la géothermie ne va pas suffire. Donc c'est là aussi que c'est important d'avoir un appoint, d'avoir une chaudière gaz pour éventuellement faire la partie supplémentaire pour remonter encore en température. Mais on voit que la plupart du temps, en fait, on va pouvoir remonter enfin, fournir la température nécessaire pour notre système. Au contraire, si on a une température, enfin voilà, des radiateurs qui fonctionnent en 85-65, donc enfin je veux dire avec une température de 65 degrés au plus bas, même en mi-saison, il y a quand même besoin d'envoyer 65 degrés dans vos radiateurs. Bon bah là on voit que en fait toute l'année il va falloir faire tourner la pointe et en fait de façon assez importante. Enfin, voilà, on voit la couverture de nos besoins par la pointe. Dans mon cas, bon, c'est une schématisation, hein, une modélisation, mais ce serait voilà, trois quarts des besoins sont fournis par la pointe. Donc on voit vraiment que ça a un gros impact en fait, et que c'est très important de se poser ces questions et de regarder si effectivement on va pouvoir faire tourner la géothermie ou si pas du tout, quoi. Euh, Autre chose quand même dans ce cadre-là un petit peu importante à se dire aussi, c'est que si on fait une isolation du bâtiment, si par exemple vous avez un projet un peu global avec une isolation du bâtiment, on sait que tout en conservant les radiateurs en place, si vous faites une isolation par l'extérieur par exemple, euh, on va pouvoir être capable de baisser les températures de distribution. Si on a un bâtiment mieux isolé, on a besoin d'envoyer de l'eau moins chaude dans nos radiateurs. Donc ça peut être bénéfique pour le système géothermique. Enfin, voilà, il y a vraiment un découplage de systèmes éventuellement qui peuvent marcher. Bon, voilà, on se doute bien que du coup, c'est des travaux de rénovation assez ambitieux, mais voilà, ça peut marcher. Ou alors tout simplement, on change les radiateurs, hein. C'est aussi une solution, mais en général, c'est coûteux et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Voilà, et enfin, et après je laisserai la place à Antonin. Voilà, sur un peu ce qu'il faut regarder aussi, avoir en tête, c'est quand même qu'il faut un peu de la place pour notre système géothermique. Et donc notamment pour les sondes, hein, ben voilà, on a dit c'est être plutôt 10 mètres d'espacement entre les sondes. Donc bon, bah, voilà, il faut se poser la question de est-ce qu'on a la place. Il ne faut pas que faut que ce soit des surfaces relativement planes pour que les foreuses puissent aller dessus. On ne peut pas se mettre sur des talus complètement penchés. Enfin voilà, il faut quand même qu'il y ait un espace pour installer les sondes. Ça peut être aussi sur des parkings, ça marche très bien. Alors, il faut refaire le parking par la suite, mais si voilà, c'est aussi possible. Et ensuite, ben, l'importance d'avoir un local technique aussi adapté. Donc la géothermie, il faut plus qu'un petit placard, même si pompe à chaleur géothermique, c'est pas spécialement volumineux, mais c'est surtout les ballons tampons qui vont être nécessaires pour en fait éviter que la pompe à chaleur ne passe son temps à s'éteindre et à être allumée. Donc il y a besoin de volume tampon assez important. Et donc là, ça peut faire facilement des ballons de plusieurs mètres cubes. Et donc voilà, faut un local à peu près assez grand pour ça, quoi. Voilà. Je te laisse. Je te laisse, Antonin, continuer plutôt sur l'accompagnement. Et j'avais deux petites slides un peu sur une espèce de cas technique, enfin pas cas technique, mais cas plus avoir des ordres de grandeur
technique et financier à la fin, mais peut-être je te laisse d'abord Oui, expliquer un d'accord. peu. Je vais essayer d'être assez concis alors, parce que je vois qu'il nous reste que 10-15 minutes là. Oula, oui, Pour, pardon. dans les... Mm. Non, il n'y a pas de souci. Tu passes les slides du coup? Oui, oui. Ok. Oui, donc moi je suis Antonin Floss. En fait, je suis animateur chaleur renouvelable pour pour le contrat chaleur renouvelable Bretagne, le CCRB. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je travaille à l'association AILE et on accompagne plus particulièrement, on anime également la filière bois énergie. Et géothermie, donc la filière géothermie, c'est un peu nouveau pour nous puisque on l'accompagne que depuis. Alors, on a commencé courant 2025 et finalement le vrai lancement, c'était janvier 2026, donc c'est tout neuf. Ce que vous voyez sous vos yeux là, c'est la carte Bretagne qui est découpée par CCR. Donc les CCR, c'est des contrats chaleur renouvelable. C'est des contrats qui sont en fait signés entre l'ADEME et un territoire avec à la clé en fait des objectifs de développement de chaleur renouvelable à atteindre par le territoire. Et en contrepartie, ils ont des crédits, du moins ils ont une délégation de crédits ADEME, donc du fonds chaleur exactement, pour faire de l'animation territoriale, donc de l'accompagnement de projet, et également, bien sûr, du soutien financier pour les études et investissements. Et j'y reviendrai un peu plus tard sur cet accompagnement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, donc, au final, il y a 12 CCRT. Donc, dans les CCRT territoriales, c'est vraiment avec un territoire spécifique la majorité du temps on va être sur de l'EPCI, type Comcom, Aglo, etc. Ça peut arriver qu'on ait des CCR sur des pays ou même à l'échelle d'un syndicat d'énergie, donc d'un département. Mais là, pour la Bretagne, on n'est que sur des EPCI, à part sur les territoires que vous voyez en bleu. Donc là, il y a un contrat de chaleur renouvelable spécifique qui a été signé entre l'ADEME et la région qui permet en fait à la Bretagne de bénéficier de ce type de contrat. Ça veut dire que la Bretagne est couverte entièrement. Donc, l'objectif de ces contrats de chaleur renouvelable, au-delà de faire de l'animation territoriale, comme l'expliquais, c'est de donner l'accessibilité à l'ensemble des projets sur ces territoires au fonds chaleur. Parce que, en fait, historiquement, le fonds chaleur, c'était vraiment dédié à des gros projets qui font plus de 1200 MWh sortie installation. Voilà, pour les énergéticiens qui me suivent, ça leur parle. Mais ça représente une grosse quantité d'énergie. Là, l'objectif, justement, c'est que tous les projets puissent avoir, euh, enfin, puissent appeler en fait du fonds chaleur. Est-ce que tu peux passer la slide, Oui. s'il te plaît? Voilà, donc j'en ai parlé, donc je vais vous donner l'exemple du CCRB parce que c'est celui, la majorité d'entre vous vont être confrontés à CCRB. Donc, comme j'expliquais, nous, on a la responsabilité de l'animation, donc l'accompagnement des projets avec la région sur CCRB. Et comme je disais, l'objectif, c'est au final de développer la chaleur renouvelable, donc de favoriser la décarbonation. Donc, je l'ai dit, rendre accessible le dispositif à tous les territoires et de s'appuyer sur une animation vraiment locale, donc avoir un technicien local qui puisse accompagner les projets. Tu peux passer, s'il te plaît, Camille. Oui. Au-delà de ça, je voulais aussi vous parler d'une démarche que maintenant, je pense, nombreux d'entre vous ont entendu parler. En tout cas, pour toutes les directions des établissements médico-sociaux là, qui suivent le webinaire, c'est important que vous en entendez parler. C'est l'approche ENR Choix. C'est une nouvelle approche qui a été lancée maintenant, il y a 1 an et demi par l'ADEME, qui en fait donne une espèce de feuille de route pour quand vous avez un projet de remplacement de production. La majorité du temps, c'est de la production fossile. Donc, en fait, c'est pas partir directement sur du bois énergie, parce que maintenant, en fait, le constat, c'est que le bois énergie, si on veut répondre en fait aux objectifs de décarbonation, eh ben, le bois énergie ne suffira pas. Donc, l'objectif, c'est un peu de regarder par projet il y a possibilité non seulement de faire des économies d'énergie via de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique, mais également voir s'il y a d'autres solutions alternatives au bois énergie. Donc, vous voyez,
On a dans les solutions, on a du solaire thermique, on a la géothermie, on a aussi la possibilité de mutualiser les systèmes de production, enfin les besoins sur un seul système de production centralisé, ce qu'on appelle un réseau de chaleur. Donc toute cette approche-là, en fait, au final, c'est l'animateur CCR qui en est responsable et du coup qui va vous aider à l'appréhender et à l'analyser. Donc c'est bien, j'insiste, c'est bien à l'animateur CCR de travailler avec vous, porteurs de projet, pour aller sur chaque étape et voir s'il y a des possibilités, soit carrément de ne pas utiliser le bois énergie, ou en tout cas de minimiser la part de bois énergie sollicitée par votre installation. Il existe, alors là, je n'ai pas mis, mais il existe un arbre des choix qu'a créé l'ADEME, qu'on pourra peut-être mettre en annexe du diapo, qui permet déjà de vous orienter, vous, porteurs de projet, sur quelle solution est la plus intéressante pour votre projet. Tu peux passer, s'il te plaît, Camille. Ça, c'est pas moi qui ai mis, donc ça, tu peux passer. Mais alors, du coup, je sais pas, moi, j'en ai pas d'autres. Désolée. Ah mince! Ouais. Ah, c'est que je l'ai fait ce matin. Ok. Bah, du coup, je vais prendre la main. Ce Oui, sera plus ça simple. marche. Excusez-nous pour le petit. Hop. Où est-ce que j'étais là? Hop. Je vais peut-être me mettre en mode diapo. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez Oui, bien? c'est bon. Ok. Ouais. Donc, pour les technologies qui sont éligibles aux aides fonds chaleur, donc le fonds chaleur, hein, c'est l'aide principale enfin, c'est le fonds principal de l'ADEME pour aider les installations ENR thermiques. Donc, on a les packs sur sonde et eau, j'y reviens pas, on en a beaucoup parlé, à part que eau, quand j'ai mis eau, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas que la nappe, vous avez aussi la thalassothermie, enfin tout ce qui est eau de surface, quoi. Donc, on peut aller chercher des calories dans un cours d'eau, dans la mer, etc., etc. Après, il y a également, on en a parlé, la PAC sur les échangeurs horizontaux. L'éligibilité, elle a été confirmée depuis 2026. Donc, avant, c'était pas forcément éligible. Maintenant, ces types d'échangeurs sont éligibles. Et enfin, tout ce qui est PAC sur récupération de chaleur fatale. Alors, c'est pas vraiment dans les faits, c'est pas forcément de la géothermie, mais au final, c'est le même principe. C'est-à-dire que on a une source de chaleur qui est, par exemple, de l'eau dans les stations d'épuration, dans les steppes, et on va venir récupérer cette eau qui est environ à 15 degrés pour la passer dans une pompe à chaleur et la faire remonter en température et pouvoir se servir de cette chaleur qu'on dit fatale. Donc, c'est la chaleur de récupération. Donc, tous ces systèmes de PAC sont éligibles. C'est les seuls qui sont éligibles en Bretagne. Fonds chaleur. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Ah non, pardon. Du Non, coup, c'est à moi. Pardon. Là, je vais rentrer du coup dans les aides, les soutiens financiers que, que peut comment dire, solliciter un porteur de projet. Donc vraiment, en tout début d'étude, j'en parlais, il y a la démarche NR Choix. Dès qu'on a choisi, en fait, via cette démarche NR Choix, quelle solution technique on va étudier, on peut demander à l'animateur du CCR de faire ce qu'on appelle une étude d'opportunité qui est totalement sans reste à charge pour le porteur de projet. Et l'objectif de cette étude d'opportunité, c'est savoir s'il y a un intérêt d'aller en étude de faisabilité ou pas. Alors, sur des petits projets géothermie, il est possible de ne pas passer par une étude de faisabilité et grâce à l'étude d'opportunité, de se dire, bon, bah en fait, moi, je sais que je veux de la géothermie et qu'il y a un intérêt, donc j'y vais. Et je fais appel directement, par exemple, à un installateur. Mais il faudra toujours que cette étude d'opportunité soit adossée avec une note de dimensionnement. Ça, c'est important. Notamment pour le dimensionnement, forcément, du champ de sonde. On a déjà évoqué pendant ce webinaire. Donc, deuxième soutien financier, si vous souhaitez réaliser une étude de faisabilité ou être accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage, et même, en fait, alors je crois que Camille, on n'a pas forcément parlé de ce que c'était qu'un test de résistance thermique, je crois, mais je peux expliquer rapidement. Oui. En fait, un test de résistance thermique, en fait, c'est une sorte de forage test
on va regarder avec un appareil l'énergie qu'on peut soutirer du sol. Et ça va nous permettre, du coup, de savoir, de dimensionner au plus juste le champ de sonde. Donc, l'intérêt, c'est de limiter, enfin, d'être sûr d'avoir un champ de sonde vraiment dimensionné aux besoins du bâtiment, de l'installation. Et ce TRT est même obligatoire dans certains cas sur des grosses installations. Euh, il est aidé, comme l'étude de faisabilité et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, 50 à 70% d'aide selon la taille de la structure. En fait, on a petite, moyenne, grosse structure. Donc, les petites structures, c'est la majorité des collectivités, c'est 70% d'aide. Et après, si on fait partie d'une grosse structure, on peut descendre jusqu'à 50%. Et tous les prestataires qui sont contractualisés doivent être qualifiés, ce qu'on appelle l'OPQBI, qui est en fait du RGE, hein. Donc, et ces prestataires doivent avoir en fait une compétence, que ce soit l'OPQBI 20.13 qui est la compétence surface, ou alors l'OPQBI 10.07 qui est plutôt sur la compétence sous-sol, donc plutôt des bureaux d'études en hydrogéologie. Sur les aides à l'investissement, donc c'est des aides forfaitaires qui sont délivrées par l'ADEME à la production de mégawattheures sortis de la ressource, donc extrait de la ressource. Le schéma, c'est vous extrayez des calories d'une ressource, qu'elle soit géologique ou alors qu'elle soit hydrologique. Derrière, on récupère ces calories et on les fait passer dans une PAC. Et la PAC, en fait, elle a aussi une consommation électrique. Cette consommation électrique, sortie PAC, on va parler quand même de mégawattheures sortie PAC. Mais ce qu'on va prendre en compte, le périmètre de l'aide, c'est bien les mégawattheures qu'on va sortir de la ressource. Donc, ça, c'est un point qui est important quand on parle de mégawattheures énergie sur des installations géothermiques. Et vous voyez, du coup, alors c'est par palier. Sur les packs sur sonde, par exemple, de 0 à 2000 MWh, on est à 1000 euros du mégawattheure ENR. Du coup, là, c'est pas par an, c'est sur 20 ans. Mais du coup, c'est 1000 euros du mégawattheure pour une installation. C'est le maximum puisque c'est sur 20 ans. Et après, ben ça descend un petit peu si on produit encore plus. On voit que sur les packs sur eau, notamment sur NAP, on est sur des forfaits un petit peu plus bas. Et après, il y a d'autres technologies. Bon, j'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais voilà, il y a les frigopomps, etc., qui vont notamment produire du froid. Vous voyez les forfaits. Il faut savoir que si vous avez une installation qui produit du chaud, pardon, et qui produit du froid, vous pouvez cumuler en fait les aides. Si j'ai 1000 euros, j'ai 10 mégawattheures ENR qui sortent en chaud sur ma PAC et après j'en ai 10 qui sortent aussi en froid, et ben je cumule les deux. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les plafonds, mais il y a des plafonds qui peuvent s'appliquer notamment sur des cofinancements publics ou alors sur aussi du cofinancement entre fonds chaleur et C2E. Mais du coup, c'est là où je mets en avant l'accompagnement de l'animateur qui saura vous renseigner sur les plafonds. Et en dernière slide, je crois que c'est la dernière, je vous ai mis également les principaux critères d'éligibilité pour pouvoir accéder au fonds chaleur. Donc, je vous l'ai dit, donc bien intégrer la prochaine air choix dans votre conception de projet. L'étude qui est obligatoire, soit une étude d'opportunité, c'est pareil, j'en ai parlé, mais une note de dimensionnement obligatoire par un acteur qualifié, ou alors une étude de faisabilité. La frontière, elle est de 100 MWh ENR par installation. Quand vous faites appel à un foreur, toujours prendre un foreur qualifié. Donc, la nouvelle qualification en 2026, c'est la certiforage qui remplace l'ancienne qui était qualiforage. Donc, maintenant, tous les foreurs bretons sont en passe d'avoir cette certification. Donc, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Une obligation de suivre les performances de l'installation. Vraiment, il faut l'intégrer et c'est au-delà d'être un critère d'éligibilité, c'est vraiment un conseil important parce qu'il y a des installations qui peuvent avoir des performances dégradées
Et du coup, comme on n'a pas de regard là-dessus, on ne s'en rend pas forcément compte. Et du coup, ben, l'intérêt économique baisse énormément. Et enfin, avoir un bon contrat d'entretien et de maintenance qui peut être forcément, on va dire, externalisé via une entreprise spécialisée et instrumenter l'installation, notamment pour compter les calories sorties pack. Les points importants, je pense, à retenir, mais là, j'ai répété plein de fois, donc je pense que c'est bon, je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est bien de contacter. Donc, l'animateur CCR, c'est bien la porte d'entrée en binôme avec le CT2ES, hein, qui sera votre interlocuteur privilégié local, notamment sur le suivi des performances énergétiques du bâtiment. Et un autre point, ce qui est très important, c'est jamais faire une demande d'aide, que ce soit pour de l'étude ou pour de l'investissement, avant de signer les devis ou avant de notifier un marché. C'est l'inverse, non? Faut jamais signer un devis avant la devis. Ah oui, j'ai dit Enfin, ça, faut... pardon. Oui, surtout pas. Non. Ne jamais notifier un marché, signer un devis sans avoir un justificatif de dépôt de demande d'aide. Voilà. Comme ça, moi, je suis clair net. Excusez-moi, oui, en plus, c'est très important. Mm. Je pense que c'est quelque chose que, voilà, quand on dépose une première demande d'aide, on le révèle pas mal. Donc, c'est assez courant comme pratique. Voilà, et j'ai pas mis de slide sur les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Sachez que ça existe, il y en a. C'est possible alors de valoriser des C2E sur des installations géothermie. Il y a une fiche pour ça. Il y a même depuis 2026 un coup de pouce qui est sorti avec un frein qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, pour être éligible au coup de pouce, il faut que l'installation, les besoins ils sont couverts à 100% par la géothermie. Et ça, comme l'a très bien expliqué Camille, d'un point de vue économique, aller faire un champ de sonde pour couvrir la totalité des besoins, c'est pas très, voilà, c'est pas pertinent. Donc en fait, l'ADEME et le BRGM sont montés au créneau au niveau national pour mettre en avance, pour mettre en avant, pardon, cette incohérence par rapport à cette fiche C2E. Donc, on espère qu'il va y avoir une modification, mais le temps que ça repasse dans le rouage, dans les rouages de l'administration française, etc., je pense que d'ici mi-2026, on n'aura pas beaucoup de changements. Donc, a priori, les C2E coup de pouce sont très difficiles à appliquer sur les installations géothermiques pour le moment. Mais les C2E, c'est sur des périodes alors je crois que c'est 4 ans ou 5 ans même, si je ne dis pas de bêtises. C'est jusqu'à 2030 cette année. 2030, donc voilà, on est là-dessus, 4-5 ans. Oui, donc 4 ans, pardon. Et donc du coup, oui, il risque d'y avoir une évolution et je pense qu'on vous tiendra au courant, bien évidemment. Ok. Voilà. Merci Si vous avez des Antonin. questions, n'hésitez surtout pas. J'ai peut-être deux, trois questions, je pense assez rapides. Est-ce qu'on peut mettre la PAC en extérieur sur une dalle béton devant la chaufferie pour limiter les coûts quand on est dans le cadre d'une réno? Ou c'est forcément à l'intérieur d'une chaufferie? Euh, Plutôt à l'intérieur, hein, je pense, parce qu'il y a quand même des pompes. Il y a enfin, c'est pas, enfin, moi en tout cas, j'ai pas vu ça encore vraiment de bloc comme on peut voir pour les packs à pompe à chaleur aérothermique, qui c'est vraiment un gros Hmm. bloc. En géothermie, ouais, il y a plus, enfin, de ce que j'ai vu, de mon expérience, il y a quand même un peu tous les pompes de circulation, la pompe à chaleur, le ballon, l'armoire de régulation et en général, ça se place plutôt dans une chaufferie, mais peut-être que c'est possible. J'avoue, je sais pas répondre Il y a de peut-être façon des exacte. modèles, qui existent. Je vois que c'est Gaëla qui a posé la question, donc je présume qu'elle a dû voir des modèles qui s'implantaient, voilà, des nouveaux modèles qui s'implantaient peut-être à l'extérieur quand on est vraiment Ouais. très très limite en chaufferie. Après, je pense que clairement, hein, les pompes, tout ce qui est système hydraulique, il faudra trouver une implantation à l'intérieur du bâtiment. Après, peut-être qu'on est fait, pourquoi pas, imaginer une carlingue étanche. Moi, je vois pas de contraintes techniques tant que, bien sûr, la carlingue de la PAC, elle est complètement étanche et que, voilà, si ça se fait sur des packs aéro, pourquoi pas sur des packs OO, hein, mais, enfin, moi, je suis d'accord avec Camille, j'ai jamais vu d'installation aujourd'hui à l'extérieur. Je Ok, présume donc que la potentiellement puissance sur nouveau, l'installation est assez limitée, quoi, aussi. potentiellement sur du nouveau matériel. Peut-être. Autre question,
Est-ce que vous pensez que les sondes peuvent être faites sur la voie publique si un établissement n'a pas d'autre choix? Je ne sais pas, là j'avoue que c'est des histoires d'autorisation, j'imagine. J'ai pas vu ça non plus, mais Je Antonin, je sais pas si suis. tu as une. Bah, ça, alors, techniquement, il y a rien. Tant qu'on peut détruire le trottoir et le refaire à neuf et mettre des sondes en dessous avec des regards, donc ça, oui. On dire oui pour d'un point de vue technique. Sur le côté, après, ça veut dire que les sondes, elles sont sur l'espace public, donc il faut absolument qu'il y ait une dérogation, euh, qu'il y ait enfin, pas un décret, pardon, un arrêté, quoi. Un arrêté. Enfin, Mm. une J'ai. autorisation de la commune qui dit, bah, OK, pour mettre des sondes sur la voie publique. Donc, c'est la seule limite que je vois. Après, techniquement, honnêtement, techniquement, il n'y a pas de. J'avais même étudié à une époque le fait de mettre des sondes dans un champ agricole, quoi. Après, forcément, c'est compliqué parce que voilà, on va pas faire des cultures très profondes, etc. Donc, on était parti sur plus de l'arbre fruitier, des choses comme ça. Mais la sonde en elle-même, en fait, faut imaginer, c'est juste un trou sur lequel, en fait, après, on va reboucher. On peut mettre un regard pour voir. Et encore, c'est pas forcément obligatoire parce qu'après, la sonde peut aller directement sur un collecteur qui est, on va dire, délocalisé quelque part. Et après, la sonde, elle est inerte. Moi, j'ai déjà vu des parkings avec des sondes où il n'y avait même pas de regard. On voit rien du tout, quoi. Il y a pas de. D'où la remarque de Frédéric qui disait, c'est pas passionnant d'aller voir une installation PAC, une installation géothermie. En effet, il n'y a pas grand-chose à voir. Et même dans le local, tout est un peu en vase clos, c'est fermé. Voilà, il y a des pompes, il y a des tuyaux. Pas, oui, Il pas passionnant. y a Monsieur Descotes qui a levé la main. Peut-être vu ce cas de figure sur des champs de sonde sur la voie publique? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. pas très Oui, bien. bonjour. Nathan Descotes de Weissoft, fabricant entre autres de pompes à chaleur en géothermie. Pour répondre, compléter les réponses évoquées sur les modèles de pompes à chaleur, si on peut les mettre en extérieur. Globalement, c'est en chaufferie, donc vaut mieux en fait prévoir une extension de chaufferie. Après, il existe de nouvelles pompes à chaleur, comme Weissoft vient de sortir une pompe à chaleur qui va en extérieur. Ça reste une petite puissance de 20 kW, donc qui est Hmm. plutôt sur des installations résidentielles ou petites tertiaires. Mais effectivement, la plupart du temps, on va être sur des pompes à chaleur qui vont être en intérieur. Donc ça suppose effectivement d'avoir une extension de chaufferie si on n'a pas la place dans la chaufferie existante. Donc ça, c'était pour compléter par rapport à la question où on peut mettre la pompe à chaleur. Et pour répondre par rapport aux sondes géothermiques, au niveau de l'implantation, donc c'est-à-dire sur la voie publique, je pense qu'en termes administratifs, ça risque d'être très compliqué puisque une sonde géothermique, c'est un investissement que le propriétaire, enfin, il en devient propriétaire. Donc, on fait ça sur son terrain avec les limites de propriété où on doit être à 5 mètres. Une sonde géothermique doit être à 5 mètres de la limite de propriété. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse réaliser une installation géothermique sur la voie publique pour être accordé sur une installation privée. Pour ma part, je n'ai pas eu le cas. Ça a toujours été effectivement fait en sorte d'être soit sous le bâtiment si c'est une construction neuve, ou bien sur le foncier, mais finalement le propriétaire de la chaufferie et de cette pompe à chaleur. Donc après, je pense qu'il faudrait voir plutôt, je vais pas dire l'État, mais en tout cas une dérogation spécifique pour pouvoir installer un champ de sonde sur la voie publique. Et j'ai envie de dire, je pense que elle pourrait aussi compléter ça, mais je pense que dans ce cas-là, il y aurait eu d'autres solutions dans une autre opportunité pour étudier si une autre solution technique serait pas plus pertinente parce qu'on est en plein centre-ville, par exemple, et qu'on peut pas réaliser un champ de sonde géothermique pour un EHPAD ou autre, par exemple. Typiquement une chaufferie bois ou un raccordement à un réseau de chaleur. Ouais, sachant Voilà. qu'en plus, à mon avis, enfin, sous un trottoir, il doit y avoir des réseaux qui y passent, etc. Donc, il risque d'y avoir certaines complexités techniques qui font que Ça ça me s'étudie au paraît cas compliqué. par cas, mais je pense pas Ouais, ça que s'étudie ce au cas soit, par cas. Ouais. que ce soit Après, réellement le on cas, voit sur les effectivement. réseaux de chaleur, il y a de la délégation. Il y a de la délégation qui est possible. Il y a des réseaux qui peuvent passer sur du domaine public. Ça s'est déjà vu.
et c'est pourtant propriété d'un bâtiment. Enfin, moi, je l'ai déjà vu. Donc, des ouvrages, propriété privée qui passent sur du domaine public, ça peut se faire, mais honnêtement, sur la géothermie, j'ai jamais vu, hein. Après, j'ai déjà vu ça sur du réseau de chaleur technique. Mais il faut un accord de la commune, et je ne sais pas du tout dans quel cadre réglementaire, dans quel cadre, oui, réglementaire on se retrouverait par rapport à la commune, etc. Ça, il faudrait creuser la question avec un juriste, quoi. Ça semble compliqué, Merci. effectivement. Voilà. Merci, on creusera, mais je suis plutôt d'accord sur le fait que ça va être administrativement compliqué. Euh, Si on veut aller vite sur les deux petites dernières questions, est-ce qu'il y a une surface maximum de bâtiment? Pas vraiment, non. On peut finalement alimenter, c'est plus la surface permettant l'installation des sondes qui pourrait potentiellement être bloquante. C'est ça, mais on peut faire des chansons pour des entrepôts énormes. Enfin, non, non, faut juste une installation proportionnelle à, à notre bâtiment. Mais non, non, on peut vraiment faire des grosses installations géothermiques et avec vraiment des grands bâtiments, il n'y a pas de problème. Ok, et peut-être une petite question, est-ce qu'on a une estimation du pourcentage que les aides peuvent représenter par rapport à l'investissement? On sait que c'est une aide Euh, forfaitaire, mais est-ce qu'on peut estimer une fourchette de pourcentage, Camille ou Antonin? je Franchement, dirais ça un truc. dépend. Ouais. Ouais. Vas-y, Camille. Ouais, j'aurais dit quelque chose 35%, mais évidemment, ça dépend beaucoup, notamment du périmètre, s'il faut toucher à la distribution, s'il faut faire un local technique, s'il faut faire des grandes longueurs de raccordement entre le champ de sonde et la chaufferie, les prix peuvent vraiment varier assez vite. Et après, il y a aussi des plafonds de toute façon. Alors, cela dit, enfin, si, il y a des plafonds de couverture maximale d'aide en fonction, toujours pareil, de la taille de l'installation, enfin de la taille de l'organisation. Et je crois qu'au maximum, c'est 65% pour les toutes petites. Bon, voilà. Mais oui, il ne faut pas se dire que ça sera couvert aux deux tiers, quoi. Ça sera plutôt un tiers, je pense, cet ordre de grandeur, quoi. Ouais, Ça dépend. une fourchette qui varie autour du tiers de l'investissement et tout dépend bien évidemment de chaque cas de figure. En Ouais. fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'aide, elle est là pour rendre compétitive la chaleur ENR face à une solution qu'on appelle conventionnelle, même si je n'aime pas trop le terme au final, parce que les solutions conventionnelles deviennent de plus en plus ENR, hein. Mais non, mais voilà, une solution fossile, des études que j'ai pu voir passer, etc. Et je pense que aujourd'hui, quand vous prenez un temps d'amortissement sur 20 ans, parce qu'au final, on se dit oui, ça prend 30-40% de l'investissement. Bon, j'entends bien qu'il y a cette capacité d'investissement pour le porteur de projet qui est importante, mais ce que j'essaye, moi, en tout cas, de mettre en avant dans mes études et dans ma communication auprès des projets et dans l'analyse qu'on peut avoir économique, c'est une approche plutôt de prix de la chaleur et du prix du coût global de la chaleur. Et dans cette approche du coût global de la chaleur, on se rend compte que le fonds chaleur, souvent, il réussit à rendre compétitif la solution géothermie. Alors, on est bien d'accord que ça dépend énormément. Il y a il y a beaucoup de paramètres et il faut le regarder en étude, hein, mais on voit souvent que ça arrive quand même à rendre compétitif ce coût global de la chaleur par rapport à la solution de référence ou la solution qu'on appelle conventionnelle. Et surtout, on prend sur 20 ans. C'est-à-dire qu'on prend sur 20 ans la pompe à chaleur et le champ de sonde. Mais le champ de sonde, dans 20 ans, il sera encore là, il va être fonctionnel. Et ce n'est pas un investissement que vous allez devoir refaire. Si vous mettez une chaudière gaz, dans 20 ans, je ne parle même pas du coût d'inflation, etc., et de l'incertitude par rapport au prix de l'énergie, et notamment le P1, mais en tout cas, dans 20 ans, vous êtes obligé de remplacer votre chaudière gaz. Dans 20 ans, le champ de sonde, il sera toujours là et il sera là pour vous donner du chaud et même peut-être du froid dans un contexte quand même de réchauffement climatique global où il y aura de plus en plus de besoins de rafraîchissement dans les bâtiments. Donc c'est vrai, les gros avantages de la géothermie, c'est qu'on fait un gros investissement sur le champ de sonde qui est aujourd'hui aidé via le fonds chaleur et les C2E. Et derrière, on aura juste à remplacer la pompe à chaleur et les équipements périphériques dans la chaufferie, quoi. Bon, je suis un peu mon vendeur de thérapie, mais c'est vraiment ça, Mm. l'approche qu'on a en tout cas.
Oui, il y a la question de départ de Benoît-Antoine Dedorse. Est-ce qu'on peut estimer, par exemple, que le remplacement de la pompe à chaleur dans 20 ans pourrait être à peu près équivalent à un remplacement de chaudière en termes d'investissement, ou ce sera un peu plus cher? Difficile D'accord. à dire. Mm. Bah, ça dépend en fait des hypothèses de départ, hein. Si on prend les hypothèses de l'ADEME, eux, ils partent sur 3% d'inflation du gaz par an et l'élec 5. En fait, Donc, je parlais du du coût coup, d'investissement, en fait. Est-ce que le coût pardon. d'investissement d'une chaudière est à peu près équivalent au coût d'investissement d'une Ah, pompe à le coût chaleur quand je parle d'investissement. uniquement de la pompe à chaleur? Euh, Je dirais que c'est un peu plus à cher quand peu même, pas près. chaleur géothermique. Sans le champ de sonde. Oui, sans le Sans le chanson, champ de sans les sonde, oui. sondes, sans les pompes, sans Moi, je les dirais que c'est boulons. à peu près ouais, équivalent. Ouais. Oui, à Mais quelques. ouais. Par Donc, ce exemple, je qui pense veut que la dire que chaudière. Ouais, vas-y, pardon. si on parle à 20 ans, dans Ouais, 20 non, ans, qu'on ait une plus cher. installation de chaudière ou une installation de géothermie, il y aura un investissement à refaire dans 20 ans qui sera soit le changement de chaudière, soit le changement de pompe à chaleur. Donc, si on a Non, mais amorti j'avais pas la compris la question, géothermie, Frédéric. Non, en fait, c'est 2 fois moins cher le gaz en investissement, je pense. la Enfin, nous, les chaudière, ratios d'accord. qu'on prend, mais c'est des ratios qui sont extrêmement grossiers et honnêtement, voilà, ils sont pas suffisants, mais on est entre 2 et 300 euros du kilowatt installé pour le gaz. On parle de gaz de ville. Et après, sur les packs, on est plus aux alentours de 800 à 1000 euros. Donc, vous voyez qu'on est quand même largement dessus. Mais Ok. je répète, en fait, j'entends bien à l'approche, il faut vraiment prendre un coût global de l'énergie. Je pense que c'est plus, entre guillemets, intéressant. Bonjour, La, Benoît la- Tonneau. Pardon Frédéric, Benoît Tonneau. Oui, vas-y. Juste, j'ai une question sur le slide précédent et l'infléchissement des courbes. En fait, on remarque Mm. sur les différents scénarios qu'on peut nous faire en interne que les courbes s'infléchissent en faveur soit des scénarios RCU, soit des scénarios effectivement ENR sur à peu près une temporalité de 10 ans. Et les modélisations qu'on fait de coûts des différents scénarios, on les fait maintenant sur 25 ans, c'est ce qui permet d'arbitrer parce que les investissements sont quand même assez lourds, même s'ils sont financés en partie, ils restent relativement lourds et ça reste des charges vraiment importantes pour les établissements. Et effectivement, là où on a des lisibilités différentes, c'est sur l'évolution des coûts d'énergie, notamment du gaz, que certains inflatent à 2% par an, d'autres à 5%. Globalement, on sait que ça va augmenter, mais même en mettant 2%, on est déjà sur une inflexion des courbes à partir de, on va dire, 10, disons 12 ans. Mais ça veut dire que sur cette période-là, on a encore capacité de privilégier le gaz, sans dès qu'on a une vision court terme, en tout cas moyen terme. À partir du moment où on vise plus loin, effectivement, aujourd'hui, la lecture qu'on a, c'est ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est d'affiner les différents scénarios et d'avoir presque du clé en main pour faciliter l'arbitrage, parce que c'est quand même des dossiers hyper complexes à mettre en place, d'autant quand c'est des projets d'RCU, parce que c'est forcément, on est, euh, on n'est pas le seul acteur. En termes de décision, c'est très très compliqué d'y voir clair très rapidement. Et c'est de ça dont on a besoin finalement. Parce que on voit bien que par exemple, la géothermie avec une pompe à chaleur, on sait que il y a un meilleur rendement, on sait que c'est moins cher. Par contre, ça a des impacts derrière. On parlait tout à l'heure des impacts potentiels pour la géologie. On sait que la fraction liée au forage pour les sondes bah, peut créer des mini-séismes. Nous, on est dans des sols qui sont un petit peu. Alors, c'est pas que du granit chez nous en Bretagne, il y a d'autres sols aussi, des typologies de sols un peu différentes, et on sait qu'on a des glissements de terrain. Par exemple, on en a eu un il n'y a pas longtemps à mon contour. Je rebondis parce que je sais qu'on a travaillé ensemble sur le sujet. Et potentiellement, ça aussi, c'est des impacts. Donc, c'est une réflexion globale, mais évidemment, l'arbitrage, c'est toujours l'euro. Mais il y a aussi tous ces impacts-là qu'il faut mesurer de façon beaucoup plus précise, parce que là, on voit qu'on a quand même beaucoup d'interrogations tous sur ces différents sujets. Ouais. Oui. Et sans compter, comme l'indique Loïc dans le chat, qu'il y a un risque de réglementation de plus en plus punitive sur le gaz. On sait que la géothermie, notamment, est très poussée par l'État. Donc, Ouais. Et c'est les modèles qui sont aussi très bien financés par les fournisseurs.
Exactement. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de dire presque premier arrivé, premier servi, hein, parce que le fonds Mm. chaleur aujourd'hui est extrêmement sollicité. Mm. Alors sur le projet de Moncontour, en plus, c'est quand même un gros projet de réseau de chaleur avec une enveloppe financière importante qui sort à mon avis, du scope de 95, voire même un peu plus % des projets géothermie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, donc là, je vais expliquer, il y avait une délégation de fonds chaleur par CCR. Donc là, c'est une enveloppe de fonds chaleur qui est bloquée sur 3 ans. Donc, par exemple, la région a 11 millions de dotation pour pouvoir alimenter des projets de chaleur ENR avec cette approche ENR choix. Donc, si vous avez un projet de géothermie, clairement, il sera prioritaire aux yeux de la région si le bois n'est pas, comment dire, n'est pas prioritaire. Après, au-delà de ces 3 ans, c'est pas trop. Et puis également, au niveau national, le fonds chaleur est quand même également sous tension, comme toutes les enveloppes budgétaires. Et il faut savoir qu'il y a 2 fois plus de demandes que de fonds disponibles. Donc aujourd'hui, c'est compliqué, hein, la situation financière, même sur la transition énergétique, et notamment sur le développement de la chaleur énergie, elle n'est pas simple. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que vous, en tant que porteur de projet, si vous avez une possibilité d'y aller, je pense qu'avec les CD2E, le fond chaleur, c'est le moment du coup de se dire est-ce que je l'étudie pas, quoi. Parce Mm. que, et oui, et après, pareil, on ne sait jamais par le contexte géopolitique par rapport au prix du gaz. Il y a toujours des incertitudes. Donc, c'est sûr, quand le gaz il est à 200, 300 euros du mégawattheure, c'est là où on se dit ah là, il faut que je change mes chaudières. Et après, quand il redescend, on oublie un petit peu l'urgence. Mais il y a aussi cette gestion un peu en bon père de famille et que aujourd'hui, il y a un soutien financier qui est important et un accompagnement, je pense, technique qui est intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, au moins faire l'étude, quoi. Pour avoir justement éclaircir un petit peu ce côté, ce que disait Monsieur Ledor, c'est-à-dire, nous, on avait fait une étude de faisabilité sur un réseau de chaleur. J'entends bien qu'il y a eu plusieurs scénarios, donc ce n'est pas forcément simple de prendre une décision. Mais justement, c'est d'avoir plus de visibilité sur le fait de remplacer ou pas les équipements existants. Merci. Je vais conclure parce qu'on a déjà une petite demi-heure de retard. J'avais oublié à quel point c'était technique et que ça demande pas mal de réponses. Je vous invite du coup à noter dans votre agenda le 18 septembre, visite et réunion à Calac, l'association hospitalière de Bretagne, où une installation vient tout juste d'être mise en service. Vous recevrez les invitations puisque vous êtes inscrit à ce webinaire d'aujourd'hui. Merci Camille et merci Antonin de cette présentation. On vous envoie les présentations. Si Antonin, ça ne te pose pas de soucis. Non, non, bien sûr. Non, Avec non, plaisir. ok, super. Ouais, Et le je rajouterai aussi les contacts, les différents contacts des animateurs, je pense que c'est important. Ouais, Mais bon, d'accord. après, super. je pense que la directive, c'est de partir sur les CT2ES qui peuvent après rediriger vers les animateurs. On est bien d'accord, hein, Mhm. Exactement. Ouais. On a plein de relais qui peuvent vous aider. Ce sont les conseillers qui vous aideront à trouver parfois les bonnes personnes et en tout cas à se dire la géothermie, potentiellement, ça vaut le coup de la regarder ou non. Merci en tout cas. Merci. Merci à Merci. tous de vous être connectés. Bonne fin d'après-midi et puis bon week-end et au plaisir de vous revoir le 18 septembre à Calac. Bonne fin de À journée. bientôt. Bon Merci, week-end. au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.